Troisième observation. Nous sommes dans une région où, en raison de cette lourde histoire, qui remonte donc à des millénaires, mais qui s'est accélérée avec le XXe siècle, dans une région où les peuples sont pratiquement tous déchirés. Déchirés en religion, en classe sociale, en ethnie, et ces déchirures sont multiformes, et tous ces contentieux de nature différente, sociale, religieuse, ethnique, culturelle, etc., se recoupent dans des contradictions multiformes. Et moi, je suis désolé quand j'entends les journalistes expédier ces problèmes-là en un tour de main. Ils nous intoxiquent par leur simplisme et par leur analphabétisme. C'est une zone où les problèmes sont d'une complexité immense, et il faudrait pour chacun de ces peuples, que ce soit la Syrie, que ce soit le Liban, que ce soit l'Iran, etc., de longues heures d'explicitation pour arriver plus ou moins à se faire un chemin dans le savoir, parce que ce sont des problèmes d'une immense complexité où les alliances, les hostilités se font, se défont, etc. Et donc on ne peut pas expédier ça comme on le fait aujourd'hui dans les médias. Je crois que les médias, par le caractère expéditif de leurs informations, par la rapidité, par la cascade de petits événements quasiment anecdotiques qu'ils nous déversent tous les jours sur la tête, rendent des problèmes incompréhensibles. Et l'incompréhension a un grand avantage ou inconvénient politique, c'est que ça nous conduit à nous désintéresser de la question. Quand on ne comprend pas une question, au bout d'un moment, on s'en désintéresse. Les Kurdes, ces pauvres Kurdes, ils sont implosés, éclatés, morcelés, et placés sous la tutelle de différents États, l'Irak, l'Iran et d'autres. Vous savez, la France et d'autres pays occidentaux avaient promis la création d'un Kurdistan. Or, les Kurdes aujourd'hui, dans chacun de leurs pays, sont traités comme des minorités. Mais qu'est-ce que c'est qu'une minorité quand on découpe en tranches un peuple qui est placé dans des pays différents, sous des tutelles étrangères différentes, et qui sont dans chacun de ces pays traités comme des minorités? C'est simplement parce que les Kurdes n'ont pas réussi à imposer leur nation comme telle, avec un État national, qu'ils sont aujourd'hui des minorités, ici ou là, traités de manière discriminatoire. Vous savez, les problèmes des Palestiniens et des Juifs. Et je dis bien Juifs aujourd'hui, au lieu de dire Israéliens, parce que Israël elle-même dit « nous sommes un État des Juifs ». Et c'est maintenant une revendication. Ils estiment que les Palestiniens doivent reconnaître un État juif et non pas seulement un État israélien. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que 15 à 20% de la population de nationalité israélienne est mise à l'écart, séparée, discriminée, dans une sorte d'apartheid, une nouvelle formule, parce qu'il y a 15 à 20% aujourd'hui d'Israéliens qui sont des Israéliens arabes, de nationalité israélienne, mais de culture et d'appartenance au monde arabe, et qui sont traités de manière très particulière, avec des mises à l'écart dans certains secteurs, par exemple l'armée, qui fait qu'ils sont traités comme des sous-citoyens israéliens. Or, de surcroît, et je le dis à chaque fois, dans quelques décennies, la population d'Israël sera au moins pour moitié arabe. Alors qu'est-ce que deviendra cet État juif? Est-ce qu'il va continuer une discrimination à l'égard de la moitié de sa population? Problème. Mais quand on commence à percevoir cette complexité extrême et ces communautés qui sont les unes mêlées aux autres dans des situations d'inégalité profonde, comment ne pas penser que cette région ne sera pas le foyer d'intégrisme de toute nature? Car lorsqu'on est confronté à des communautés qui vous repoussent, qui vous rejettent, qui vous séparent, qui vous discriminent, on se resserre sur sa propre communauté. Et comme toutes les communautés font cela, on aboutit à des intégrismes qui s'additionnent les uns aux autres et qui dressent des hostilités permanentes, qui créent des bases de conflits permanents. On en est là. Je ne crois pas que l'intégrisme soit tombé du ciel comme ça. L'intégrisme, ça se fabrique dans des conditions déterminées. Exactement comme le Hamas a gagné les élections parmi les Palestiniens pour des raisons parfaitement logiques. Parce que le Fatah a pendant 10 ou 11 ans accumulé les échecs politiques, accumulé au niveau des sommets un certain nombre de phénomènes de corruption,
et que devant la corruption et l'échec, eh bien, on choisit l'autre camp. Les tensions sont très vives. Il est sûr que ces tensions très vives fabriquent des intégrismes, fabriquent des fondamentalismes. Je préfère intégrisme à fondamentalisme parce que le fondamentalisme, à mon avis, c'est un autre problème. C'est plus un problème de fidélité à l'égard des racines même d'une foi, d'une croyance, alors que l'intégrisme, c'est une façon dogmatique simplement d'interpréter cette foi et cette croyance. Mais les intégristes, on les trouve dans tous les camps dans le Moyen-Orient, systématiquement. Et simplement, on fait le procès de ceux qui nous arrangent. En fait, ceux qui arrangent l'Occident, on les met sous le projecteur et on les accuse de tout. Il y a l'intégrisme de certains Arabes, il y a l'intégrisme de certains Iraniens, il y a l'intégrisme de certains Juifs, il y a des intégrismes multiples. Pourquoi mettre celui-ci en cause plutôt qu'un autre, alors que c'est l'intégrisme, presque avec un I majuscule, qu'il faudrait mettre en cause, comme il y a eu autrefois un intégrisme soviétique, un intégrisme anticommuniste, des intégrismes de toute nature. Comme il y a eu un intégrisme catholique contre les protestants, etc., etc. Il y en a eu sans arrêt dans l'histoire. C'est pas nouveau, c'est pas original. Essayons de relativiser ces phénomènes en prenant conscience de leurs sources. Et si on veut faire cesser ces intégrismes, eh bien, il faut arriver à rétablir la paix et favoriser le développement. Et respecter les identités. Et si elles sont toutes respectées, alors il n'y aura plus de raison que ces identités s'associent à ces dogmatismes. On voit la façon dont le monde chrétien a traité les Juifs pendant des siècles et des siècles. Croyez-vous que nous n'avons pas fabriqué le communautarisme juif par précisément le fait qu'on l'écartait de toutes les activités pendant des siècles et des siècles. Et qui l'a fait? C'est le christianisme. Beaucoup plus que l'islam. C'est le christianisme qui a fabriqué les problèmes du peuple juif, jusqu'à une période toute récente qui a été précisément cet événement que l'on répète à longueur d'antenne ou presque, la Shoah. Je dis cela parce que j'ai participé à Lyon à un colloque organisé par des amis arméniens sur les grands génocides de l'époque contemporaine, Rwanda, Arménie, etc. Et nous avons eu de graves problèmes que je ne concevais même pas pour associer des Juifs à ce colloque sur les génocides parce qu'ils considéraient que la Shoah n'était pas un génocide comme les autres. Il y avait une sorte de hiérarchie dans le massacre qu'ils considéraient comme vitale, et un peuple qui a autant souffert puisse aujourd'hui se considérer comme pratiquement le seul peuple martyrisé de l'histoire, alors que par exemple les Rwandais ont payé leur tribut, et qu'aujourd'hui les Palestiniens continuent à payer le leur, aussi depuis bien longtemps, puisque depuis l'Empire ottoman jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu encore exister en tant que tels. Et c'est un des drames les plus profonds aujourd'hui de la société internationale. Le jour où les États-Unis changeraient de politique, la situation d'Israël serait radicalement différente. Absolument. Quant aux éléments de démocratie interne à Israël, je crois que ça se comprend très bien. Ils ont récupéré dans le monde entier un certain nombre de gens ayant des moyens, ayant des qualifications professionnelles très élevées, etc. On ne peut pas comparer la population d'Israël avec la population des pays arabes voisins, par exemple. Ils n'ont pas du tout la même histoire, et donc pas du tout les mêmes moyens. Donc ils peuvent se offrir un système politique qui, pour eux, est relativement confortable, tout en maintenant le reste de leur voisinage sous un système colonial. Je crois que c'est un exemple d'histoire coloniale, parmi d'autres. Effectivement, on a dit tout à l'heure, il y avait Guy Mollet au gouvernement français, du Parti Socialiste, et puis il y avait la guerre d'Algérie, où on massacrait les Algériens. Il y avait une relative démocratie en France, et pas de démocratie du tout, et même la répression et les massacres en Algérie. Ça s'est produit en Indochine aussi, etc., etc. L'Indochine est encore plus spectaculaire, puisqu'il y avait au gouvernement des forces progressistes importantes, alors que la guerre d'Indochine commençait et que les massacres en Indochine se développaient. C'est un phénomène colonial que les Israéliens récusent absolument, parce que, effectivement, le colonialisme est une violation ouverte aujourd'hui de la légalité internationale. Et je crois qu'une des réponses à la question palestinienne, c'est le respect des règles du droit international telles qu'elles existent, et telles que l'ONU le propose. C'est relativement simple, avec des forces d'interposition qui pourraient venir du monde entier pour surveiller le respect des règles de ce droit international.